Bien, bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis David Lévy, un des deux fondateurs et dirigeants de SOAT. Et je vous remercie d'être tous là aujourd'hui pour assister à cette présentation. Historiquement, SOAT, c'est 14 ans d'existence, aujourd'hui 350 personnes. Et juste pour la petite histoire qui, moi, me plaît beaucoup, il y a 10-15 ans, les applications web étaient réparties en trois grandes activités. Les agences de communication qui s'étaient transformées en web agency et qui développaient des sites web, puis des SS2I qui s'installaient dans l'univers des technologies diverses et variées. Nous sommes installés uniquement dans le monde du web à travers Java et .NET, une des seules, peut-être la seule d'ailleurs, experte sur les deux technologies dans la même entreprise. Et puis il y avait un troisième acteur, donc il y avait la partie web, la partie développement d'applications, développement de SI, puis il y a eu l'arrivée de la mobilité et un certain nombre de sociétés qui se sont spécialisées dans le développement mobile, en particulier sur des petites applications, genre celle qui me plaît le plus, je crois, c'est le briquet qu'on allume sur son téléphone quand on va au concert. Bon, ça, c'était une application qui ne servait pas à grand-chose. Et puis un jour, on s'est rendu compte que, récemment, finalement, dans les 5 dernières années, on s'est rendu compte que le web et le développement des systèmes d'information, il fallait le faire de façon globale, c'est-à-dire depuis le tout début de la chaîne jusqu'aux différents supports. Et c'est là qu'on a pris le virage il y a 5 ans de cette expertise du développement depuis justement le back jusqu'au front pour aller jusqu'à la mobilité. Du coup, le sujet d'aujourd'hui qui est développé par Mathieu prend tout son sens puisqu'il permet logiquement de pouvoir utiliser une application sur l'ensemble des supports existants. C'est en tout cas ce que j'ai compris. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Voilà, donc je vous souhaite bon courage et un bon moment parmi nous. Merci. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour cette matinée qui est dédiée donc au responsive web design et plus particulièrement à son impact potentiel sur vos équipes projet. Alors, je vais juste éteindre la lumière, c'est plus intimiste, voilà, et c'est un peu plus facile pour moi, question reflet. Alors, déjà, je vais commencer par me présenter. Donc, comme Michel vous l'a dit, David vous l'a dit, pardon. Je suis Mathieu Parizeau. Je suis développeur web et Java chez SOAT. Je fais partie du pôle d'expertise qui se consacre à ces domaines-là. Et donc, j'accompagne beaucoup de clients en ce moment sur des problématiques justement de stratégie mobile. Où beaucoup de clients sont en train de se poser la question de comment faire la bascule vers le mobile ou comment la faire mieux si jamais ils ont déjà entamé cette bascule. Et une des approches qu'ils mettent souvent en avant, c'est le responsive web design. Et comment réussir à transformer un site en responsive web design. Comment faire en sorte de faire un nouveau site éventuellement en responsive web design. Ça, c'est des questions qui reviennent souvent. Donc, j'accompagne beaucoup de clients là-dessus. Je prépare aussi des formations sur le web en général, HTML5, jQuery, ce genre de choses, mais aussi donc sur le responsive. Donc je suis là aujourd'hui pour vous présenter justement un peu toutes les problématiques que vous allez rencontrer potentiellement sur vos projets si jamais vous vous lancez dans un projet responsive. Alors au programme de la session, j'ai d'abord commencé par vous faire un petit rappel sur ce qu'est le responsive web design, afin que tout le monde ait à peu près les idées claires sur ce qu'il y a derrière, sur les choses qui y sont liées. Ensuite, je vais faire un passage sur pourquoi le fonctionnement actuel pose problème, comment on fonctionne et pourquoi ça va poser problème si jamais on essaie de transposer ça tel quel dans un milieu, sur un site qui va être responsive. Ensuite, nous verrons comment améliorer ce process, puis des astuces pour que ça se passe bien. Enfin, je vous présenterai, juste avant de conclure, comment SOAT peut vous aider à faire votre transition. Alors, dans cette présentation, je ne vais pas vous parler de code. Je ne vais pas essayer de vous convaincre que le responsive web design, c'est la 8e merveille du monde et qu'il faut absolument en mettre sur tous vos projets. J'ai d'autres présentations qui sont sur le sujet. Si jamais ça vous intéresse, on peut en discuter après. Non, aujourd'hui, je vais vous parler plus process. Alors les process, comme ça peut faire très peur. C'est quelque chose de très compliqué en général. Mais si vous regardez celui-là, par exemple, il est assez amusant parce qu'en fait, la seule décision sur ce schéma-là, c'est le petit losange et en fait, ça correspond ici. C'est-à-dire que sur tout un process comme ça, extrêmement compliqué, finalement, il n'y a qu'une décision qui est prise. Donc peut-être que vos process ressemblent à ça, j'espère pour vous que non. Mais finalement, c'est pas forcément si compliqué que ce qu'on peut se dire. Alors les objectifs de cette présentation, c'est de mieux comprendre les problématiques dans vos fonctionnements actuels. Qu'est-ce qui pose problème ? Mais c'est aussi d'avoir des pointeurs pour progresser. Comprendre ce qui ne va pas, c'est une première étape. Voir comment on peut faire mieux, c'est toujours plus appréciable. C'est aussi vous donner des pistes pour pouvoir creuser les sujets qui vont vous intéresser sur les domaines où vous allez avoir besoin de vous améliorer potentiellement. Et enfin, savoir où commencer pour pouvoir mettre ça en place sur vos projets. Alors, commençons par ce qu'est le responsive web design. Alors,
premier petit sondage, combien parmi d'entre vous dans la salle ont déjà des sites qui sont responsive ou ont déjà entamé des projets liés au responsive web design? D'accord, donc bon 2/3, c'est déjà pas mal, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que de plus en plus de monde s'y mette. Alors, responsive web design, ça a été théorisé par Ethan Marcotte en 2010. Donc, c'est quelque chose qui est relativement récent, finalement, à l'échelle du développement informatique. Ça n'a finalement que 4 ans. Donc, Ethan Marcotte, c'est un intégrateur web qui travaillait à l'époque pour le Guardian, un gros journal anglo-saxon. Et donc, il l'a théorisé. Ce qu'il a théorisé, c'est une notion d'architecture. C'est pas de la technique, c'est pas un framework, c'est une notion d'architecture. Comment faire en sorte qu'un site s'adapte à plusieurs périphériques. D'accord ? Lui, il l'a fait reposer sur 3 piliers qui sont les glyphes fluides, les images flexibles et les media queries. Là, pour le coup, c'est de la technique, donc je ne rentrerai pas dans le détail. Mais voilà, sachez que ça repose sur ces 3 fondamentaux-là. Donc si vous voulez en savoir plus sur justement comment lui, il en parle et qu'est-ce qu'il y a derrière, je vous conseille ce livre-là qui est très accessible. Il y a un peu de technique, mais ça reste relativement accessible. Mais derrière, ce qu'il faut retenir, c'est que l'objectif premier du responsive web design, c'est de s'adapter à la taille de l'écran. C'est de faire en sorte que vos sites puissent s'afficher sur des types d'écrans différents. Donc là, comme vous le voyez sur l'image, on a un site unique qui s'affiche de manière légèrement différente selon la taille de l'écran, selon l'orientation de cet écran-là. Donc l'objectif premier du responsive web design, c'est ça. Seulement s'adapter à la taille de l'écran, si vous n'adaptez pas l'ergonomie, ça ne sert à rien. Vous n'allez pas du tout manipuler un smartphone comme vous allez manipuler un ordinateur. Le premier est tactile, le deuxième se manipule au clavier et à la souris. Donc vous allez potentiellement avoir besoin de boutons plus gros sur les smartphones. Les champs de formulaire ne seront pas tout à fait les mêmes. Vous allez utiliser des calendriers natifs, des choses comme ça. Donc votre ergonomie va aussi devoir s'adapter. Si vous n'adaptez pas votre ergonomie, votre site sera forcément moins efficace et donc les utilisateurs seront moins satisfaits. En plus de l'ergonomie, il faut aussi s'adapter au contexte. Et ça, c'est important. Vos utilisateurs ne vont pas utiliser votre site de la même manière selon le contexte dans lequel ils se trouvent. S'ils sont sur ordinateur de bureau au travail, ils n'auront pas forcément les mêmes usages sur votre site que si jamais ils sont dans le métro, sur leur smartphone ou dans leur canapé sur leur tablette. Donc il faut aussi réfléchir à ce genre de choses. Ça veut dire potentiellement utiliser des fonctionnalités comme la géolocalisation pour savoir où se trouve votre utilisateur, pouvoir utiliser de nouvelles fonctionnalités comme maintenant on va bientôt avoir la possibilité de pouvoir détecter la luminosité ambiante de la pièce. Donc vous pourrez par exemple inverser le contraste de votre site si l'utilisateur se trouve dans une pièce obscure ou en pleine lumière, afin de l'aider à mieux consulter votre site. Donc vous allez pouvoir comme ça changer votre site en fonction du contexte dans lequel il se trouve. Tout ça, ça va donner plein de combinaisons. Vraiment, vraiment beaucoup. Alors tout le monde connaît les smartphones. Voilà, c'est les smartphones classiques. Ils ont maintenant envahi notre quotidien, il n'y a pas de souci. Tout le monde sait ce que c'est, tout le monde sait les utiliser. On sait de plus en plus développer dessus, il n'y a pas trop de problème. Mais des fois, vous allez tomber sur des choses comme ça. C'est un smartphone, donc Android, Motorola, qui a un écran carré en 320 pixels par 320 pixels et un clavier physique. Le jour où on vous remonte un bug là-dessus, déjà vous découvrez que ça existe. Personnellement, je ne le connaissais pas avant d'avoir un bug sur ce téléphone-là. Et puis vous découvrez aussi qu'il a un fonctionnement légèrement particulier du fait du clavier, il a aussi un curseur, enfin des choses comme ça. Et donc il ne fonctionne pas comme un téléphone tout à fait classique, en dehors de son écran qui est très très petit. Donc ça veut dire aussi s'adapter à des choses comme ça. Tout le monde connaît les tablettes également, les tablettes Windows, iPad ou Android, voilà, c'est aussi très classique. Sauf qu'on oublie un peu trop souvent que le Kindle d'Amazon a aussi un navigateur web. Sauf que là, vous êtes en noir et blanc. Donc du coup, tout vos jolis codes couleurs qui permet à l'utilisateur de savoir où il se trouve, etc., il n'a plus de sens. Sur une tablette type Paper comme ça, vous avez un taux de rafraîchissement qui est extrêmement loin des écrans LCD classiques dont on a l'habitude. Ça veut dire que toutes vos belles animations elles vont être saccadées. Est-ce que vous l'avez pris en compte? Pareil, alors encore plus classique, les ordinateurs de bureau ou dit desktop. Voilà, tout le monde, c'est bon, on fait du web sur ces ordinateurs-là depuis 10 ans, maintenant c'est extrêmement bien maîtrisé. Sauf qu'ils changent aussi. Si on prend le MacBook Pro, maintenant vous avez des écrans dits Retina dessus, c'est-à-dire que vous avez des résolutions qui sont très élevées. Et c'était des problématiques qui jusqu'à présent on n'avait que sur les téléphones, à devoir gérer des images de très haute résolution sur les sites, maintenant cette problématique-là arrive aussi sur les ordinateurs de bureau. Donc ça rajoute de la complexité. Et maintenant tous les ordinateurs portables qui sortent sous Windows 8 quasiment sont tactiles. Donc du coup, vous avez maintenant une double ergonomie sur les ordinateurs potentiels, avec un clavier souris, mais également au tactile.
Et ici, pour le coup, à SOAT, on a beaucoup d'ordinateurs sous Windows 8, d'ordinateurs portables. Ils ont tous des dalles tactiles. Et je peux vous garantir que les utilisateurs aiment beaucoup utiliser le tactile pour cliquer sur un gros bouton, pour scroller, etc. Donc c'est une utilisation qui n'est pas à sous-estimer non plus. Donc là encore, un impact sur vos sites existants. Si vos liens sont tout petits, il sera obligé d'utiliser le clavier et la souris. Puis il y a les télés. Maintenant, toutes les télés qui sont dans le commerce, même les plus bas de gamme, sont connectées à Internet. Il suffit de brancher un câble ou de la connecter au Wi-Fi et vous pouvez les connecter à Internet. Opera fait un navigateur qui est dédié aux télés. Donc du coup, il y a des navigateurs pour les télés. Alors ça reste anecdotique, mais ça existe. Puis vous avez les montres. Maintenant, tout le monde en parle de plus en plus. Apple a sorti sa montre. Pour l'instant, il n'y a pas de navigateur sur une montre, mais jusqu'à quand? Pourquoi pas? En effet, ça va être difficile de naviguer, mais ça va sans doute être une nouvelle problématique qui va arriver. Puis bien évidemment, les Google Glass. Le grand futur de Google. Et sur les Google Glass, vous avez un navigateur. Il est un peu caché, il n'est pas forcément très pratique à utiliser pour l'instant, mais il existe, vous pouvez y accéder. Vous pouvez accéder à vos sites sur les Google Glass. Est-ce que vous avez testé votre site sur Google Glass? C'est peut-être un peu tôt, mais il commence à ouvrir la vente des Google Glass aux États-Unis. Donc bientôt, ça sera ouvert à tout le monde. C'est quelque chose, voilà, c'est horizon 2015-2016. Est-ce que ça va cartonner? On ne sait pas. Et puis, on ne sait pas ce que nous réservera le futur. Peut-être des interfaces holographiques 3D, tout ce que vous voulez. Donc là, c'est Avatar, c'est extrêmement futuriste. Ça peut vous paraître futuriste, une interface holographique 3D tactile, enfin, tout ce que vous voulez. Il y a au CES de l'année dernière, donc maintenant, c'était en janvier ou en février, je ne sais plus. C'est Panasonic, il me semble, a présenté une interface holographique 3D tactile. Vous pouviez choisir les options de votre voiture sur une interface holographique. Ça fonctionnait. C'est du prototype, ça sort des labos, mais ça fonctionne. Pourquoi ça n'arriverait pas d'ici 5-10 ans dans nos demeures? Donc, des fois, on se rend compte souvent même que la science-fiction rattrape assez vite la réalité. Donc la réalité, rattrape assez vite la science-fiction. Si vous avez du mal à vous projeter sur les problématiques que ça peut poser, imaginez un journal qui serait affiché sur une télé 4K et sur un iPhone. Forcément, vous faites un peu un grand écart. Comment réussir à concilier les deux? C'est l'objectif du responsive web design. Et en effet, ce n'est pas forcément facile. Un autre exemple, c'est ce que donne un site en taille fixe. On a tendance à fixer les largeurs des sites à 960 pixels ou environ 1000 pixels de large. Voilà ce que ça donne sur une télé 4K. Pas forcément très exploitable. Et ça fait beaucoup de blanc pour pas grand-chose. Alors, qui fait du responsive web design? De plus en plus de monde. Boursorama a passé tout son site en responsive web design. Maintenant, ils ont un site unique qui est responsive. Voilà. Les journaux anglo-saxons sont extrêmement précurseurs sur le sujet. Il y a le Boston Globe, le Time, le Guardian, la BBC aussi, qui fait énormément de travaux sur tout ça. Vous avez de plus en plus de journaux anglo-saxons qui font le pas vers le responsive web design. En France, ça a encore un peu de mal à arriver sur les journaux, mais c'est vraiment vital pour eux d'adresser tous les publics. Il y a même, je ne sais plus quel magazine qui est en train d'abandonner ses applications natives. Leur métier, c'est de faire un site web, de faire un magazine sur le web, et du coup, ils se recentraient là-dessus. Ils ont rendu leur web magazine responsive, et petit à petit, ils vont abandonner leurs applications, parce que ça leur coûte trop cher à maintenir. Et pour leur cœur de métier, c'est de faire un site. Ils font leur site, ils le font bien. Et c'est ce qui marche. Voilà. Nokia et Microsoft, même avant leur rachat, ont passé leur site vitrine en responsive. Walmart au Canada a passé son site d'e-commerce en responsive. Donc si vous allez sur walmart.ca, le site est responsive. Donc vous pouvez aussi le faire sur les sites d'e-commerce. C'est un peu plus compliqué, ça demanderait plus de réflexion, etc. Mais ça marche aussi. À la Société Générale, là où j'ai pu intervenir, on a travaillé sur les sites mobiles pour les particuliers et les professionnels. On a fait un site responsive. On ne va pas jusqu'aux ordinateurs de bureau parce que pour l'instant, il y a encore des sites dédiés aux ordinateurs de bureau, mais le site fonctionne à la fois sur smartphone et sur tablette. Et techniquement, il fonctionne sur ordinateur de bureau. C'est juste que pour l'instant, il n'est pas proposé. Donc du coup, vous pouvez, comme ça, progressivement, améliorer vos sites pour qu'ils touchent de plus en plus de plateformes. Alors comment on peut supporter autant de choses? On l'a vu sur la télé, faire le grand écart, c'est pas facile. Alors comment on faisait jusqu'à présent? Comment ça s'est passé quand les smartphones sont arrivés? On avait un site dédié aux ordinateurs de bureau, aux ordinateurs desktop. Les smartphones sont arrivés. On a tout simplement fait un site à côté dédié aux smartphones, avec généralement en plus des équipes potentiellement différentes,
une réflexion complètement différente, une ergonomie complètement différente. Mais le problème, c'est que sur tablette, le site de smartphone, il est un peu petit et les sites d'ordinateur de bureau, l'ergonomie n'est pas adaptée. Est-ce qu'il faut aussi qu'on fasse un site sur les tablettes? Et là, les télés, quand ça commence à émerger, est-ce qu'il faut aussi qu'on fasse un site sur les télés? Et voilà, la catastrophe, branle-bas de combat, le PDG vient de s'acheter une montre connectée, il a testé le site dessus, et évidemment, ça ne fonctionne pas. Donc, toutes les équipes sont mobilisées. Hop, on fait un site sur montre connectée. Pendant combien de temps c'est viable, ce genre de choses, à votre avis? Donc, l'idée qui est derrière le Responsive Web Design, c'est de faire un seul site, pour les gouverner tous. C'est donc un seul site qui pourra s'afficher de manière assez similaire partout. Alors le responsive, il n'arrive pas forcément tout seul, il arrive avec tout un tas d'idées autour, qui ne lui sont pas non plus propres, mais c'est une réflexion globale qui est liée à l'émergence des smartphones et des objets connectés, et qui font tout leur sens dans une démarche donc, de site responsive. La première, c'est Mobile First. Mobile First, c'est quoi? C'est réfléchir vos sites d'abord en prenant en compte en premier les problématiques mobiles. Pourquoi prendre en compte les problématiques mobiles en première? Parce que c'est les plus contraignantes. Et travailler sur la contrainte, c'est toujours plus dur. Et donc, plus vous travaillez dans la contrainte, plus votre site sera efficace, plus il sera performant. Et quand vous enlèverez ces contraintes-là, ce sera beaucoup plus facile que de se les rajouter plus tard. C'est toujours plus facile d'enlever des contraintes à quelque chose qui est déjà fait, qui a déjà été réfléchi, que d'en rajouter sur quelque chose qui existe. Donc, si vous pensez d'abord pour le mobile, ce sera beaucoup plus simple de transformer votre site pour les tablettes et puis après pour les ordinateurs de bureau. Et généralement, les ergonomies et la réflexion qui sont sur les mobiles est souvent beaucoup de bonnes pratiques qui n'ont pas été mises en place sur tous les sites. Et donc, votre site, naturellement, sera beaucoup plus efficace, beaucoup plus simple, beaucoup plus aéré, des contenus plus clairs. Après, on peut aller encore plus loin. C'est ce qu'on appelle le content first. L'idée qui est derrière le content first, c'est de se dire finalement, la manière dont on présente nos données, c'est pas important. Ce qui fait la force de nos entreprises, ce sont nos données, justement. C'est pas la manière dont on les présente. Ce qu'il faut réfléchir, ce sur quoi il faut travailler, ce sur quoi il faut investir, c'est la manière dont on gère nos données. C'est le contenu qui est important. Là, sur l'image, finalement, si on intervertit les verts, ça ne change pas grand-chose. Ce qui est vraiment le plus important, c'est ce qui est à l'intérieur du verre. Donc là, c'est la logique qui est derrière. On va le voir quand on évoquera justement les process sur comment réfléchir son contenu. Mais c'est vraiment penser d'abord ces contenus et après, finalement, s'ils sont affichés sur un site web, qu'ils soient responsive ou non, sur une application, sur n'importe quoi, c'est pas grave. Tout ça, ça implique de s'adapter à son environnement aussi. Donc, comment on peut s'adapter à son environnement? Là, on a deux approches. La première, c'est l'amélioration progressive. L'amélioration progressive, c'est très simple. Vous partez de quelque chose de basique, du plus petit dénominateur commun, qui va fonctionner partout, et vous l'améliorez en fonction des capacités qui sont disponibles sur vos différents périphériques. Vous prenez la place disponible. S'il y a la géolocalisation, vous rajoutez des options qui l'utilisent, etc., etc. Jusqu'à obtenir le site que vous souhaitez. Et qui fonctionneront du coup sur les ordinateurs qui supportent qui ont toutes les possibilités. L'approche inverse, c'est la dégradation élégante. Vous partez de quelque chose d'optimum, qui fonctionne du coup sur un ensemble restreint. Et si jamais les périphériques ne supportent pas une fonctionnalité que vous utilisez, vous faites en sorte que ça continue de fonctionner, mais légèrement différent, jusqu'à ce que vous ayez atteigniez un plus petit dénominateur commun. Alors pourquoi deux approches? Finalement, vous pourriez me dire, au final, on a la même chose, on a un site qui fonctionne partout, qui est optimum sur les meilleurs téléphones et qui est complètement minimaliste sur les plus petits téléphones. Le problème dans nos projets, c'est qu'on a des contraintes. On n'est pas en budget illimité, on n'est pas en temps illimité. Il y a forcément un moment où on doit faire des compromis. Qui dit compromis, dit choix. Et donc, il y a un moment où on va devoir choisir. Et selon l'approche que vous prenez, vous allez devoir choisir entre rogner des fonctionnalités qui sont potentiellement épatantes, ce qu'on appelle l'effet waouh, communément, ou vous allez devoir décider de ne plus supporter certains téléphones. Si vous prenez l'amélioration progressive, si à la fin vous n'avez plus de budget ou vous êtes en retard, vous ne pourrez pas améliorer davantage votre site. Donc du coup, vous serez bloqué sur un site qui n'est pas forcément ce que vous attendiez en résultat. Si vous prenez la dégradation élégante, à la fin, vous n'aurez peut-être pas le temps de supporter les téléphones, certains anciens téléphones, comme des anciens BlackBerry ou des Windows Phone 7, etc. Donc là, ça va dépendre si vous voulez une compatibilité très large ou si vous voulez vraiment le site le meilleur possible. Ça va dépendre de votre contexte, ça va dépendre de plein de choses. Il n'y a pas de meilleur choix. Les deux sont valables. Une autre chose, tout ça n'est évidemment pas magique.
On n'a malheureusement pas encore inventé le framework magique en web, donc il ne suffit pas de mettre un peu de poudre de perlimpinpin sur votre projet, d'inclure une librairie Bootstrap ou autre pour que votre site se transforme en responsive. C'est beaucoup plus compliqué que ça, on va le voir. Ce serait génial. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Un petit exemple de ce que ça peut donner en responsive. Donc là, c'est extrêmement basique. Donc on a un site qui se redimensionne. Donc on voit que le texte, évidemment, prend la bonne taille. Et sur l'image, vous allez voir que les gens s'empilent en fonction de la taille différente. Donc c'est un petit effet marrant que vous pouvez faire. Voilà, c'est extrêmement basique, mais c'est toujours rigolo. Voilà, ça, c'est un site qui s'adapte. Évidemment, on peut aller beaucoup plus loin. Alors pourquoi on voudrait faire du responsive web design? Le fameux pourquoi. Il y a plein de raisons. Meilleur référencement, plus de flexibilité dans vos développements, un site plus simple, des coûts de développement qui sont moins élevés que de faire 3 à 4 sites, une ergonomie qui est souvent meilleure parce qu'elle est basée sur celle du mobile, une maintenance qui risque de vous coûter moins cher. Mais ce qui est vraiment le plus important, le point qu'il faut retenir, c'est d'augmenter le bonheur de vos utilisateurs. Comment on augmente ce bonheur? Tout simplement en leur donnant ce qu'ils veulent. À l'heure actuelle, ce qui se passe, c'est que les utilisateurs sont devenus multipériphériques. Ils vont pouvoir commencer une tâche sur l'ordinateur de bureau, potentiellement au travail. C'est l'heure de partir, ils doivent rejoindre des amis au bar. Il faut qu'ils puissent continuer cette tâche potentiellement sur leur téléphone. Et sans qu'il y ait de rupture d'ergonomie. Si jamais ils doivent réapprendre un site quand ils passent de votre site d'ordinateur de bureau à votre site de téléphone, ils vont perdre du temps. Ça va les énerver, ça va les frustrer. Et s'ils sont frustrés, il y a des chances qu'ils ne soient pas contents. Si vos utilisateurs sont contents, ils s'engageront. Ils propageront votre marque, ils reviendront sur votre site. Et généralement, c'est ce qu'on souhaite. Autre exemple, vous faites une grande campagne de publicité, par exemple à la télé, et là, vous mettez en avant votre nouveau produit, magnifique, etc. C'est trop génial. L'utilisateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il est sur son canapé, premier réflexe, il va prendre son téléphone ou sa tablette qu'il a sous la main, se connecter éventuellement à votre site et aller voir votre produit. Sauf que si votre site mobile et votre site ordinateur de bureau n'est pas le même, est-ce que vous êtes sûr que votre produit ou la nouvelle fonctionnalité que vous essayez de vendre est bien arrivée sur votre site mobile? Souvent, les mises en production sont décalées. Donc vous avez intérêt qu'elles soient là. Vous allez me dire, mais évidemment qu'elles sont là, sinon on ne lancerait pas la campagne de publicité. Sachez que c'est chez Gap, pendant plusieurs mois, ils avaient encore les articles divers sur leur site mobile, alors que leur site d'ordinateur de bureau était passé sur les articles été. Donc là, pour le coup, ils ont une campagne mondiale gigantesque, avec des affiches dans le métro, à la télé, etc. Si la personne se connecte avec son téléphone, elle ne voit aucun des articles qui sont dans les publicités. Dans un monde où presque la moitié des gens se connectent sur leur téléphone pour aller sur Internet, ça peut être potentiellement dangereux. Autre exemple, vous faites une campagne d'emailing. Comment vous consultez vos emails à l'heure actuelle? Moi, en tout cas, sur mon smartphone, sur ma tablette. De moins en moins sur mon ordinateur de bureau. Mes mails de travail, oui, je les lis sur mon ordinateur de bureau. Mais de plus en plus, même mes mails de travail, je les lis sur ma tablette, je les lis sur mon téléphone. Si la personne clique sur votre lien d'emailing, qu'elle arrive sur un site qui n'est pas adapté, ça va poser tout un tas de problèmes. Là encore, frustration, etc. Alors que si elle arrive sur un site, forcément, elle est contente, ça marche, elle ne se pose pas de questions, elle continue. Vous avez créé de l'engagement. Et vous avez créé une bonne image pour votre marque. Là encore, si jamais vous avez des sites séparés et que vous ne les livrez pas en même temps, si le lien pointe en plus vers rien du tout, ou vous renvoie vers la page d'accueil du site, là encore, vous avez perdu des conversions. Ok, assez parlé de responsive web design. Maintenant, revenons à nos process. Comment on conçoit un site? Vaste question. Moi, ce que j'ai pu constater dans mon expérience au quotidien, j'ai travaillé sur de nombreux projets dans de nombreuses entreprises, et finalement, il y a un process qui s'impose, qui est quasiment systématiquement le même, avec quelques petites variations. Première étape, on crée ce qu'on appelle communément des wireframes. On dessine les écrans avec des formes plus ou moins élaborées, mais généralement, ça reste quand même assez graphique. D'accord ? Ça ressemble à ce que vous avez en haut. Ensuite, on donne ça aux graphistes, qui vont nous proposer une maquette Photoshop, dans 99,9% des cas, et qui du coup va être validé par un process d'itération. D'accord? Ensuite, tout ça, on le donne aux équipes d'intégration. On ne sait pas trop comment ça marche. Là, c'est des développeurs qui font leur truc. Et hop, on a un super site web à la fin. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez là-dessus. En tout cas, moi, c'est ce que je vis au quotidien dans la plupart des entreprises. Ça fonctionne. Ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on fait ça. Il n'y a pas de souci. Les sites sortent. Voilà. Si on zoome un peu sur ces process, comment ça se passe? À la première étape, c'est de lister nos besoins. On va faire une liste père Noël de toutes les fonctionnalités.
Là, c'est le moment un peu open bar du projet, où finalement, on n'a même pas encore de contraintes de budget, de délai. Qu'est-ce qu'on aimerait faire? Après, on posera les contraintes. Mais pour l'instant, qu'est-ce qu'on a envie de faire? C'est le moment génial du projet, tout le monde est euphorique. Ensuite, à partir de ça, on essaie de faire rentrer tout ça dans un espace assez restreint, parce que même sur un ordinateur de bureau, l'écran est quand même limité. Vous ne pouvez pas tout faire rentrer généralement. Donc là, c'est la grande bataille de « Ah, mais là, il me reste un peu de blanc, on va mettre ça là. » Une fois qu'on a réussi à tout caser tant bien que mal, on va rendre tout ça joli. D'accord? Donc là, on envoie au graphiste, et puis le rôle du graphiste, c'est de prendre les wireframes en général, et puis d'habiller un peu tout ça pour que ça soit agréable et que ça rentre dans la charte de votre entreprise. À partir de ce point-là, donc on a une image, un Photoshop, qu'on donne aux intégrateurs. Et là, les intégrateurs vont être chargés de faire ce qu'on appelle une découpe. Ils vont extraire toutes les images, ils vont calculer les marges, et à partir de là, ils vont pouvoir créer un site web, qui cette fois-ci fonctionne dans un navigateur. Et à la fin, on peut comparer les deux. On prend la maquette, on prend le site web, et on regarde si jamais il y a des écarts. Extrêmement simple. Tellement simple que vu que les images qu'on a produites dans Photoshop sont ce qu'on appelle pixel perfect, c'est-à-dire qu'elles sont en taille fixe, ça ne bouge pas, j'ai eu des clients qui ont imprimé la maquette, l'image, qui l'a superposée à l'écran et qui comparaient que les marges étaient bien alignées. Ça peut vous paraître idiot, mais ça existe. Bon, c'est rare, je vous rassure quand même. Ça m'est arrivé. Sauf que dans le navigateur, il y a tout un tas de contraintes. Sur les polices, sur les écarts, etc. Vous avez tout un tas de choses qui fait que votre site ne sera jamais strictement identique à votre maquette. Ou s'il l'est, c'est que les développeurs sont vraiment fait des nœuds au cerveau juste pour vous faire plaisir, pour qu'ils soient identiques. Souvent, sans aucun ajout réel. Aucun utilisateur ne quittera votre site parce que la marge est à 13 pixels au lieu de 12. Ça n'existe pas. L'utilisateur, il veut un site efficace, qui fonctionne bien, qui soit agréable à regarder. Il ne faut pas que votre site soit complètement décalé, des alignements complètement de travers. On est d'accord. Mais il faut juste que votre site soit clean. Il n'y a pas besoin qu'il soit absolument parfait. Personne n'a vu la maquette de votre graphiste. À part vous, évidemment. De même, les utilisateurs ne s'attendent pas à ce que vos sites soient strictement identiques d'un navigateur à l'autre. Aucun de vos utilisateurs n'ira faire la comparaison entre IE, Firefox, Chrome, etc. pour vérifier que c'est bien exactement les mêmes marges. Donc ça veut aussi dire pouvoir accepter que votre site est différent à un moment. Donc tout ça, c'est un peu la pointe de la technologie. C'est ce qu'on appelle le state of the art. C'est comme ça qu'on fait nos sites. Et le responsive dans tout ça. Finalement, on essaie de décliner ça sur un site qui doit s'adapter. Qu'est-ce que ça peut donner? Faisons l'exercice. C'est très simple. On va faire un wireframe pour le site de bureau et un Photoshop associé. Un wireframe pour la tablette et un Photoshop associé. Un wireframe pour le site mobile, pour le smartphone, et un Photoshop associé. Ou si vous faites les choses bien, souvenez-vous, mobile first, vous les faites dans l'autre sens. Combien de pages a votre site? 2, 3, ça va, ça vous fait 9 Photoshop et 9 wireframes à maintenir. Quand vous changez une couleur de bouton ou un petit espacement, c'est un peu galère, mais ça se gère. Si votre site commence à avoir une dizaine de pages, ça commence à devenir problématique. Sur les très gros sites, vous allez très vite avoir 50, 100 pages. Ça vous fait 300 wireframes à maintenir, 300 Photoshop à maintenir. Quand vous devez changer une couleur de bouton, ça va devenir difficile, quoi. Mais ça peut se faire, j'ai vu des gens qui essayaient de le faire. Qu'est-ce qui se passe dans les résolutions intermédiaires? C'est bien beau, vous avez des images fixes, souvent en plus basées sur l'iPhone. Alors là, je ne sais pas comment ils vont faire avec la sortie des iPhone 6, puisque maintenant on a 3 résolutions. Mais du coup, vous avez une image généralement en 320 pixels de large pour les smartphones, en 720 pour les tablettes, et puis en 1280 pour les ordinateurs de bureau. Mais qu'est-ce qui se passe entre les différentes résolutions? Comment votre site s'adapte? Personne ne le sait. C'est l'intégrateur de se débrouiller avec ça. Donc, pas sûr que ça tienne très longtemps. Autre problème que j'évoque pas là, mais en plus vous ne voyez pas les animations, les transitions, tout un tas de choses qui sont intéressantes. Vous avez une autre approche que j'ai pu rencontrer, c'est ce que j'appelle l'approche ornithorynque. Donc là, c'est souvent sur les graphistes ou dans les équipes qui sont pas encore complètement sensibilisés à toutes ces problématiques que je vous expose. Souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va demander aux graphistes de nous faire une maquette en leur disant « Attention, il faut que le site marche sur mobile ». Du coup, ils vont faire une maquette avec une ergonomie mobile, mais en 720, voire en 1024 pixels de large. Charge à l'intégrateur de faire rentrer ça dans un écran qui fait 3 fois moins de taille, 3 fois moins de largeur. Et c'est pas forcément facile. Ou à l'inverse, ils vont bien prendre la problématique que c'est pour du smartphone, donc ils vont juste vous donner l'image en 320 pixels. Ça leur fait qu'une maquette à maintenir, voilà, c'est tranquille. Mais par contre, comment on décline ça? Qu'est-ce qu'on fait quand on a de la place après?
Les graphistes ne se sont pas posé la question. Donc pourquoi l'approche en e-touring? C'est parce que vous avez une maquette qui n'est pas tout à fait du mobile, pas tout à fait du desktop. Alors soit vous avez une ergonomie mobile avec une résolution desktop, soit vous avez juste la résolution mobile et vous ne savez pas trop ce que c'est. Donc du coup, est-ce que c'est un canard, est-ce que c'est un castor? Eh ben, en fait, non, c'est un ornithorynque. Voilà. C'est l'approche ornithorynque. Donc le problème dans cette approche-là, c'est que ça va être souvent votre intégrateur, donc vos équipes de développement, qui vont faire des choix de comment on doit adapter ça. Si vos intégrateurs sont très bons, ils vont faire les bons choix. Mais est-ce qu'ils les font les bons? En tout cas, on ne sait pas. Vous avez perdu le contrôle sur votre projet. Ou si vos intégrateurs refusent de faire ces choix, ils vont vous remonter le problème. Remonter le problème, ça veut dire quoi? Ça veut dire refaire une itération sur wireframe, maquette, etc. Sur les entreprises, ça peut prendre 2, 3 jours, plusieurs semaines. Que du temps de perdu. Alors, ça aurait quand même été plus intéressant de prendre ces problématiques-là en compte dès le début. Donc ça marche. Moi, j'ai réalisé des projets comme ça, finalement, ça marche pas si mal. Sur des équipes qui sont bien autonomes, ça fonctionne. Il y a un peu de discussion, on perd du temps, c'est pas optimum, mais ça marche, c'est un peu tortueux. Alors, est-ce qu'on peut pas faire mieux? Est-ce qu'on peut pas imaginer un nouveau type de process qui marcherait mieux et qui, du coup, prendrait en compte les problématiques d'adaptabilité dès le début? Alors, ce que je vais vous proposer, c'est pas de réinventer la roue, ça sert à rien. Ça roule bien, ça marche depuis des millénaires. Non. C'est pas non plus des règles absolues, c'est pas une parole d'évangile, c'est plutôt des conseils, des orientations, une trajectoire idéale qui compile tout un tas de choses que j'ai pu voir, des discussions que j'ai pu avoir avec des gens, des livres que j'ai lus, des choses que j'ai pu expérimenter dans des projets, qui vous donnent des idées, qui vont vous donner des idées pour faire beaucoup mieux. C'est pas non plus un remède miracle, chaque entreprise et chaque projet est unique, a ses propres process. Essayez de voir comment vous pouvez adapter ça pour faire en sorte que ça marche. Potentiellement en prenant des petits bouts à droite à gauche et puis en améliorant votre process au fil de l'eau. Je suis pas là, je n'évoque pas d'agilité, etc. Mais si vous êtes déjà dans une procédure d'amélioration continue, ce genre de choses, évidemment, ça marchera d'autant mieux et vous saurez comment intégrer ça progressivement dans vos projets. Alors, on va essayer de dompter ce fameux responsive web design et ces fameuses adaptations. Premier impact que va avoir le responsive web design sur vos équipes, ça va forcément être les équipes métiers. Ce sont elles qui définissent les besoins, ce sont elles qui connaissent les utilisateurs, qui vont être finalement les moteurs du projet, dans le sens où c'est eux qui vont dire, bah voilà, il nous faut telle fonctionnalité, il faut qu'on fasse ça, voilà comment le site doit fonctionner. Alors quel va être l'impact pour ces gens-là? Bah déjà, ça va être de réaliser que de faire tenir un contenu dans un petit écran, c'est pas qu'une problématique de design, c'en est une, mais c'est aussi une problématique de réfléchir ces contenus différemment. Et donc réfléchir les contenus, bah, c'est pas une problématique de designer, c'est pas une problématique de développeur. Ils peuvent aider, mais c'est pas leur problématique, c'est pas leur travail principal. C'est une problématique de personnes, de fonctionnels qui réfléchissent le fonctionnel. C'est eux qui connaissent le contenu, c'est eux qui savent quelle est la valeur métier derrière. Parce que finalement, je vous l'ai dit tout à l'heure dans le Content First, mais c'est extrêmement important, ce qui compte, c'est votre contenu. Le contenu est roi dans votre entreprise. C'est ça qui fait la force de votre entreprise. Votre site, il a une durée de vie extrêmement courte finalement. 2, 3, 5 ans, même 10 ans, c'est extrêmement court à l'échelle de votre contenu. Ce qui va faire la force de votre entreprise, c'est ces données. C'est ce que vous présentez à l'utilisateur, ce sont vos valeurs, etc. Donc ce sont vos contenus. Donc la première étape là-dessus, ça va forcément être d'inventorier vos contenus. Petit sondage, qui parmi vous a une liste exhaustive, à jour, connue par tous, de tout ce que fait votre site web? Ça fait pas grand monde, en l'occurrence personne. C'est quand même dingue si on y réfléchit 2 secondes. On a un site web, personne ne sait ce qu'il fait finalement de manière exhaustive. Voilà. On a les specs, mais est-ce qu'elles sont pas trop compliquées? Voilà. Enfin, il faut qu'elle soit connue de tout le monde. Ouais. Mais du coup, tu as un début de contenu. Est-ce que tes specs sont à jour? 100%. À peu près, mais pas... Tu vois? Donc finalement, on n'a pas un inventaire du contenu. Quels sont les types de données qu'on a dans notre application de manière exhaustive? Qu'est-ce qu'on veut représenter? Pourquoi ces données sont là? On ne sait pas. C'est important, quand vous définissez cet inventaire, de le faire avec des termes métiers. Il faut vous affranchir de toute problématique graphique de représentation. Ce que vous définissez, c'est du contenu. C'est votre valeur métier. Ce n'est pas comment vous allez le représenter. D'accord? Et après, une fois que vous avez défini vos contenus, vous allez pouvoir les relier entre eux. Si vous avez, je ne sais pas, un contenu qui représente des formations, bah dans votre formation, vous allez avoir un formateur. Le formateur, c'est un autre type de contenu. C'est un employé, potentiellement. Du coup, vous allez pouvoir les relier. Créer des hiérarchies, des choses comme ça.
Comme ça, vous aurez un arbre de votre contenu et vous saurez comment votre contenu s'agence. Et du coup, vous aurez les idées plus claires pour pouvoir agencer tout ça. Une fois que vous avez vos contenus, vous allez enfin pouvoir commencer à réfléchir sur comment les agencer dans vos pages. Donc là, vous allez pouvoir commencer à réfléchir, alors toujours pas en termes graphiques, parce que c'est pas ce qu'on veut faire à ce moment-là, mais en blocs fonctionnels. Prenons l'exemple de la page actuelle de SWOT, d'accord? Donc vous avez une page avec un carrousel, des listes, etc. Si je la représente sous forme de wireframe, on va avoir quelque chose comme ça. Donc on reconnaît notre carrousel, on voit notre logo, un menu de navigation, un champ de recherche. Notez bien les termes que j'ai employés. Carrousel, champ de recherche, menu de navigation, image logo. Et on a des listes en dessous. L'idée, c'est d'oublier ce mode de fonctionnement-là à l'étape de conception. C'est de basculer sur quelque chose qui va ressembler plus à ça. Finalement, on a des gros blocs qui s'agencent, on n'a plus un carrousel, on a une promotion des événements. On n'a plus un menu de navigation, on a une navigation interne et une navigation externe. On n'a plus un champ de recherche, on a une recherche sur le site. On a des listes de formations, d'événements, de news, d'articles, de blogs, etc. Pourquoi c'est important? On a un carrousel. Et finalement, est-ce qu'on a vraiment un carrousel? Est-ce qu'on veut avoir un carrousel sur nos sites mobiles? Est-ce que ça a du sens? Finalement, sur le site de SWOT, on a un carrousel qui défile en plus. Donc si jamais on l'affiche sur un écran de smartphone, qu'est-ce qui va se passer? Votre carrousel va prendre quasiment la bonne moitié de l'écran. Donc l'utilisateur, pour commencer à utiliser votre site, va devoir déjà scroller. Ça veut dire qu'il ne verra jamais les images qui défilent parce que ce sera hors champ. Donc du coup, le carrousel n'est pas forcément adapté. Sauf que si on définit dès le début que c'est un carrousel, on est bloqué dans le mode carrousel. Définition, qu'est-ce qu'un lien promotionnel? On peut dire qu'un lien promotionnel, finalement, c'est ce qu'on veut mettre en avant. C'est un titre, un lien, une description courte, une image et potentiellement une image miniature, une image intermédiaire. Ça, c'est un type de contenu. Extrêmement basique, mais c'est un type de contenu. Vous notez qu'il n'y a aucune notion de smartphone, de graphique, etc. C'est important, c'est une image miniature, ce n'est pas une image pour smartphone. L'image miniature peut tout aussi bien être utilisée sur ordinateur de bureau, sur tablette, peu importe. À partir d'une liste comme ça, si on donne ça à un graphiste, et maintenant il peut nous faire un carrousel, pourquoi pas, mais il peut aussi nous faire une liste sans image, des tuiles Windows qui se retournent avec une description, il peut nous faire des vignettes où au survol on a le titre, ou il peut faire une liste avec des miniatures, ou il peut nous faire n'importe quoi d'autre qui lui passe par la tête. Et surtout, il peut faire des choses différentes selon le contexte. Et donc vous avez libéré le graphiste de toutes les contraintes que vous lui aviez imposées si vous lui avez dit « faites-moi un carrousel ». Après, si vous voulez vraiment un carrousel, vous pouvez en discuter avec le graphiste, il vous donnera les avantages, inconvénients, etc., mais c'est en toute connaissance de cause. Ce n'est pas votre contenu qui est défini en tant que carrousel. Alors pour vous agencer comme ça en forme de bloc, des outils commencent à arriver. Voilà, je vous en propose un qui s'appelle RWD Wire, qui permet d'agencer vos blocs, de les créer de taille proportionnelle pour que vous puissiez avoir une idée de la taille que ça va prendre. Et donc après coup, hop, j'ai perdu mon curseur, voilà. Et donc après coup, de pouvoir les réagencer. Donc là, vous voyez, on a nos blocs, c'est notre page SWOT, et quand je change, on voit nos blocs. Donc là, ils se réduisent, et quand je passe dans une résolution trop petite, ils se réagencent. Ma navigation interne passe sur le côté. En mode smartphone, ma navigation interne remonte, elle est toute petite, ça veut dire qu'elle va être repliée potentiellement. D'accord? Et donc voilà, vous pouvez définir vos points d'arrêt. Donc il y a des outils comme ça qui arrivent qui vont vous permettre à réfléchir en termes de blocs. Réfléchir en termes de blocs, ça va vouloir aussi dire prioriser ses contenus. À l'heure actuelle, vous avez de la place, vos écrans sont larges. Du coup, vous mettez les choses les unes à côté des autres. C'est pratique parce que quand elles sont les unes à côté des autres, vous n'avez pas de priorité. Tout est en priorité 1. Sauf que quand vous êtes sur un smartphone, vous allez prendre vos blocs et vous allez les mettre les uns en dessous des autres. Vous n'aurez pas trop le choix. Vous ne pourrez jamais en afficher deux l'un à côté de l'autre, c'est pas assez large. Et si vous les mettez l'un en dessous de l'autre, il faudra les prioriser. Pourquoi les prioriser? Parce que vous avez une notion de ligne de démarcation. Et donc forcément, ceux qui sont tout en haut seront systématiquement visibles, ceux qui sont tout en bas, l'utilisateur devra scroller. Et si ce qui l'intéresse c'est le 1, il ne verra jamais le 3. Donc du coup, vous avez une notion de priorité. Donc du coup, il faut réfléchir à ça. Évidemment, tout ce qui est carrousel, mettre les blocs les uns à côté des autres, c'était contourner cette problématique de quel contenu est le plus important, surtout sur les homepage où c'est le nerf de la guerre dans les entreprises. Tout le monde veut être présent tout en haut de la homepage. Alors il y a toujours que les gens se battent pour avoir la première ligne, mais là, c'est même plus la première ligne, c'est la première case. C'est encore plus contraignant. Du coup, qui décide de la priorité chez vous? Tant que vous ne savez pas répondre à cette question-là, vous allez avoir des gros soucis quand vous allez devoir organiser votre site pour le mobile en général, et si vous voulez faire un site responsive. Alors, quand vous définissez vos contenus de manière générale, soyez le plus précis possible. Plus vos contenus seront bien définis,
plus ils seront carrés, plus ce sera facile derrière de travailler avec, et même pour vous. D'accord ? Quand vous définissez vos contenus, n'oubliez pas que vous les faites pour vos utilisateurs. Donc gardez en tête vos utilisateurs. Essayez d'anticiper leurs besoins. Qu'est-ce qu'ils veulent faire sur leur site, sur votre site ? Pourquoi ils sont là ? De quoi ils ont besoin ? Qu'est-ce qu'ils veulent voir ? Après, n'anticipez pas trop non plus. Vous ne mettez pas non plus la tête à l'envers. Voilà. Il faut aussi savoir des fois se poser des limites. Et surtout, important, mesurer. Qu'est-ce que les utilisateurs font sur votre site actuel si vous en avez un ? Quelles sont les pages qu'ils consultent le plus ? Quelles sont celles qu'ils consultent le moins ? Pourquoi ? Est-ce que ces pages sont importantes pour vous ou non ? Tout un tas de mesures à faire. Et méfiez-vous des idées reçues. L'idée reçue, la principale, c'est de se dire que l'utilisateur de smartphone, il est dans le métro sans réseau. Or, c'est faux. L'utilisateur de smartphone, il surfe dans son canapé chez lui en Wi-Fi tranquillement. Une vidéo intéressante pour démonter ça. Alors ça, c'est en dehors du responsive, c'est vraiment sur le mobile en général. C'est la vidéo de Josh Clark, The 7 Deadly Myths of Mobile, que je vous encourage à voir, qui démontre justement 7 mythes comme ça sur l'utilisation qu'on fait des smartphones. Et en fait, on se rend compte que l'imaginaire collectif a créé une image de l'utilisateur de smartphone qui est complètement décorrélée de ce que nous montrent les chiffres, donc de la réalité. Intéressant aussi, à profiter de votre passage en responsive web design pour épurer votre site. Finalement, vous avez pris des mesures avant, vous savez où les gens vont, ce qu'ils font sur votre site. C'est aussi une bonne occasion de se dire, finalement, ça, ils y vont pas, est-ce que ça a un sens de le garder ? N'ayez pas peur de retirer des choses. Une fonctionnalité qui reste, qui n'est pas utilisée, ça vous coûte cher en maintenance. Inspirez-vous des géants du web, Google, Facebook, Yahoo, Amazon, tout ça. Ils n'hésitent jamais à retirer des fonctionnalités qui ne servent pas, ou qui ne servent pas assez, et qui du coup ne leur apportent pas de valeur ajoutée. Si vous n'êtes pas capable d'évaluer le ROI d'une fonctionnalité, c'est peut-être qu'il faut la retirer. Parce que cette fonctionnalité, elle a un coût systématiquement en maintenance. Et surtout, intégrer le responsive web design dès le début de votre réflexion. Si vous avez déjà commencé à réfléchir à vos fonctionnalités, etc., c'est déjà trop tard. C'est pas grave, vous arriverez toujours à rattraper. Mais plus vous l'intégrez tard, plus ce sera difficile. C'est pour ça que c'est important de l'intégrer dès le début du process de réflexion. Normalement, en responsive web design, l'objectif, c'est de servir un site avec les mêmes fonctionnalités, la même ergonomie le plus proche possible, parce que du coup, on n'a qu'un seul site, sur toutes les plateformes. De temps en temps, il peut être pertinent de retirer des fonctionnalités. Quand vous le faites, faites-le en connaissance de cause. Étudiez bien ce que ça peut causer comme impact. Si vous retirez une fonctionnalité, mais vous ne retirez pas le chemin pour y aller, l'utilisateur va tomber dans un trou. Si jamais vous retirez la fonctionnalité et que l'utilisateur, pour lui, elle est importante, il va s'en rendre compte. Donc demandez-vous réellement si jamais ça vaut le coup de la retirer. Si c'est pas juste la masquer un petit peu, la rendre accessible potentiellement de manière un peu plus difficile, mais qu'elle soit toujours là et qu'elle soit toujours clairement accessible pour l'utilisateur, qu'il puisse s'y retrouver. Un exemple qui était assez marrant, c'est un site de vente de livres, concurrent d'Amazon, mais en beaucoup plus petit. Leur point fort, justement, par rapport à Amazon, c'était de vendre des livres anciens. D'accord ? C'était une entreprise qui était dédiée, qui vendait plein de livres, mais qui vendait aussi des livres anciens. Ce que ne fait pas Amazon. Ils ont sorti un site mobile. Ils ont décidé, personne ne sait pourquoi, de retirer l'onglet livres anciens sur les sites mobiles. Pourquoi ? C'est une décision qui a été prise. Sauf que le site d'Amazon était meilleur que le leur sur smartphone. Ils vendaient plus de livres anciens. Si un concurrent vendait des livres anciens sur smartphone, ils ont perdu une grosse partie de leur business model. Et dans un monde où les gens utilisent de plus en plus leur smartphone, c'est pas forcément une bonne idée. Vous aurez peut-être le temps de retomber sur vos pattes, etc. Mais du coup, si vous posez la question dès le début, c'est toujours ça de gagner. Une bonne nouvelle pour vous, c'est qu'un bon contenu mobile, c'est aussi un bon contenu pour ordinateur de bureau. Je vous disais tout à l'heure, un bon contenu, c'est un contenu simple, aéré, clair, précis. Et du coup, il marchera aussi bien sur mobile que sur ordinateur de bureau. Si vous voulez en savoir plus, je vous recommande la lecture de ce livre chez Book Apart, Stratégie de contenu mobile. C'est une des premières choses que Karen McGrain dit dans le livre. C'est que finalement, tout ce que vous apprenez dans ce livre-là, c'est à rédiger du bon contenu. C'est pas à rédiger du bon contenu pour le mobile, c'est rédiger du bon contenu. Donc si vous rédigez du contenu, si vous vous intéressez à toutes ces problématiques-là de définir vos contenus, comment justement faire en sorte d'avoir les bonnes métadonnées sur vos contenus, que ce soit des textes, des images ou peu importe, pour qu'ils puissent s'adapter à tout un tas d'environnements, je vous encourage à lire ce livre. C'est extrêmement court, ça se lit très très vite, comme tous les livres de Book Apart, c'est incroyablement enrichissant. Voilà pour l'impact métier. On va pouvoir passer à l'impact sur les créatifs. Alors, je vais mettre les pieds dans le plat dès le début. Si vous êtes designer, désolé, oubliez Photoshop.
Photoshop n'est pas un outil adapté pour faire des sites responsive web design et pour les concevoir. Pourquoi? Parce que justement, on veut s'affranchir de toutes ces contraintes de Canva, ce que je vous expliquais tout à l'heure, le pixel perfect, etc. C'est extrêmement compliqué de faire autant de déclinaisons de Photoshop qu'il y a de taille d'écran. C'est même impossible parce qu'il y en a trop. L'objectif, ça va plutôt être de prototyper le plus tôt possible. Quand on parle de prototype, on parle d'avoir un site web fonctionnel dans le navigateur qui représente votre site et qui du coup, lui, s'adaptera et pourra être consulté sur n'importe quel périphérique pour être testé. Si vous n'êtes pas très familier avec le CSS JavaScript, vous avez tout un tas de frameworks qui sont là pour vous aider. Que ce soit jQuery Mobile, Bootstrap, Foundation, il y en a des tonnes, il y en a de plus en plus, justement parce que c'est une problématique qui est en train d'émerger de plus en plus. Les designers ont besoin de se mettre au web et apprendre à faire des sites web, au moins à minima apprendre à faire des prototypes. Donc vous avez tout un tas d'outils qui arrivent. Adobe, par exemple, maintenant propose sa suite Edge, et dans la suite Edge, vous avez Edge Reflow qui vous permet de concevoir, de designer dans un outil Adobe, donc qui est extrêmement proche en ergonomie de Photoshop, mais qui vous sort un site en HTML, CSS, au final. L'interface ressemble à ça, donc vous retrouvez vos points téléphone large, tablette, ordinateur de bureau, vous pouvez les redéfinir, etc. Et une fois que vous avez fini de désigner, de poser tous vos éléments, il se réagence tout seul, enfin il vous aide beaucoup là-dessus, et ça vous exporte du HTML que vous pouvez tester physiquement. Et donc vous voyez les transitions, vous voyez toutes les tailles intermédiaires, vous voyez tout ça. Vos intégrateurs n'ont plus de questions à se poser. Ils ont juste à redimensionner votre site de maquette et ils voient ce qui se passe. Ils n'ont plus qu'à faire le métier d'intégrateur, on verra c'est quoi. Donc ça veut dire évidemment former vos créatifs au web. Alors attention, on ne veut pas non plus en faire des superman du développement, hein. Le but c'est pas d'en faire des développeurs web aguerris. Mais il faut au moins qu'ils comprennent les problématiques web, qu'ils sachent faire un minimum de CSS, qu'ils puissent comprendre du HTML, etc. Et puis n'oubliez pas non plus que ça reste un prototype. D'accord? Si la voiture ne roule pas à 350 km/h quand elle est présentée sur le salon, c'est pas très grave parce qu'ils ne vont pas la faire rouler. Limite, s'il n'y a même pas de moteur dedans, tout le monde s'en fiche, on ne le verra pas. D'accord? Donc vous ne prenez pas non plus la tête à faire forcément des sites très compliqués, surtout au début si vos designers ne sont pas très familiers avec les outils qu'ils utilisent. Normalement, un prototype ne part pas en production. Bon, des fois ça arrive, mais ce n'est pas forcément très recommandé. Par contre, votre prototype, il peut vous servir de fondation. Si vos designers sont suffisamment expérimentés et qu'ils travaillent en bonne collaboration avec vos équipes de développement, les équipes de développement pourront se baser sur leurs travaux et récupérer tout un tas de choses. Que ce soit en se basant directement sur ce qu'ils ont fait et le rendre compatible sur un large spectre de périphériques, ou en travaillant ensemble sur des briques réutilisables. Finalement, les designers, lorsqu'ils créent la maquette, ils créent des composants. Et vous allez avoir une bibliothèque de composants qui sont prêts à être utilisés sur votre site. Vous n'avez plus qu'à les prendre et à dire, voilà, un bouton, ça se représente comme ça, avec tel code HTML et tel CSS, par exemple. Et donc, vous allez pouvoir faire travailler les deux, donc vous allez pouvoir réutiliser tout ce que vous faites là. Plus vous aurez de maturité sur le sujet, moins vous jetterez de choses. Alors évidemment, tout ça, ça peut faire peur. J'enlève aux designers leur outil favori, forcément. Alors déjà, la première chose, c'est qu'évidemment, si jamais concevoir dans un navigateur, c'est pas forcément évident. C'est un exercice un peu difficile. Donc, si vous avez besoin de faire des mock-ups, de faire des wireframes, faites-les, mais faites-les à cette étape-là. Faites-les pas à l'étape de conception d'avant. D'accord? Là, prenez un papier et un crayon, dessinez vos interfaces, réfléchissez, interagissez, montrez ça aux gens, discutez, etc. Là, ouais, pas de souci, allez-y. C'est du brainstorming, voilà, c'est de la conception créative. Et Photoshop peut faire aussi son grand retour. Photoshop a un gros avantage, c'est qu'il vous permet d'avoir un rendu extrêmement net, extrêmement propre de votre site. Et ça, c'est important pour le faire valider auprès de vos décideurs. Vous n'allez pas forcément vous lancer dans votre maquette dès le début, parce qu'il va falloir d'abord valider l'aspect global du site avant de commencer à investir dans le développement qui va peut-être être un peu plus lourd, parce que ça coûte un peu plus cher de faire une maquette que de faire juste un Photoshop finalement, parce qu'il y a toutes les déclinaisons, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui a été théorisé par une graphiste qui s'appelle les Style Tiles. Et l'idée, en fait, c'est plutôt que de faire des déclinaisons de chaque page, on va faire un rendu global d'une page type avec la typographie, les codes couleurs et les composants graphiques importants, clés de notre site. Vous avez juste une page avec tout ce qui va bien et c'est ça que vous validez. Est-ce que l'aspect global vous va? Est-ce que ces composants-là vous vont? Est-ce que les codes couleurs vont bien? Est-ce que la typographie vous va? Une fois que ça c'est validé, vous pouvez le prendre et le décliner en maquette. Du coup, vous n'en avez qu'un à maintenir. Évidemment, là, vous pouvez faire une déclinaison en tablette, smartphone si vous voulez, parce que du coup, vous n'avez qu'une page à maintenir. Et c'est très important, basez-vous sur le vrai contenu. Pourquoi le vrai contenu? J'arrive avec un prérequis, il me faudra un garage pour mon véhicule. Pas de souci, je suis designer, poum poum poum, voilà, une petite pente, une lucarne, juste sur le côté de votre maison, c'est nickel, comme ça vous pouvez rentrer directement, très pratique. Sauf qu'il y a un problème, c'est génial, hein, mais mon véhicule, il va jamais rentrer dans votre garage. Parce que je ne me suis pas basé sur la contrainte initiale.
qu'est-ce que le vrai contenu. Si votre contenu est fortement textuel, vous ne l'agencerez pas forcément de la même manière que si jamais c'est des images, si jamais vous avez beaucoup de liens, etc. L'avantage, c'est que si vous avez suivi les étapes d'avant et que vous avez fait finalement du content first, bah, vos contenus sont déjà définis. Donc du coup, vous avez déjà une idée très claire de ce que seront vos contenus. Et vos designers vont travailler sur ces contenus-là, dès le début. Il n'y aura plus d'embroglio de « Ah, finalement, le libellé du compte, il fait 123 caractères et pas 80 comme dans la maquette, du coup, il ne rentre plus. » Parce que ça, du coup, on l'aura bien défini dès le début. Voilà. Et ça, c'est aussi important. Maintenant, les développeurs. Non, je présente, c'est parce que je suis développeur, en fait, il ressemble plutôt à ça. Alors, l'objectif des développeurs dans cette optique, ça va vraiment être d'industrialiser tout ça. Vous avez une maquette, mais elle ne fonctionnera pas forcément partout. Le but, c'est pas de mettre énormément d'argent dans la maquette. Donc, il va falloir prendre tout ça et le rendre compatible avec les millions de smartphones du marché, les millions d'ordinateurs, de navigateurs, tout ça. C'est la partie difficile. Parce que c'est la partie très technique. Il y a tout un tas de techniques pour faire en sorte que les photos s'adaptent bien, etc. Donc, il va falloir former vos développeurs web. Souvent, on a des développeurs qui viennent du back, qui viennent du Java, qui viennent du .NET. Ils ont appris à bidouiller du JavaScript, du CSS parce qu'ils faisaient quelques pages de droite à gauche, mais ils ne savent pas trop ce qu'ils font. Voilà. Bah, je suis passé par là, hein, comme beaucoup de développeurs. Sauf que développeur web, maintenant, c'est devenu un vrai métier. Ce n'est pas tout à fait les mêmes optiques. Il y a notamment des problématiques finalement, de mise en page et d'aspect graphique qui sont très importantes. Et peu de développeurs ont cette œil graphique. Le nombre de développeurs qui ne sont pas choqués par des champs non alignés est affligeant. C'est grave, mais c'est la réalité. Il faut le savoir et du coup, il faut l'anticiper. Moi, j'ai un ami développeur qui est extrêmement bon en développement. Hein. C'est vraiment quelqu'un de brillant. Quand il fait des interfaces, il nous avait fait un outil interne. Il avait inversé les boutons OK et annulé. D'une page sur l'autre, c'était jamais au même emplacement. Ça peut vous paraître bête, mais ça rend un utilisateur fou au quotidien. On ne peut pas apprendre le fonctionnement du site. C'était aléatoire. Selon son humeur du jour, il inversait les boutons. C'est bête, mais voilà, un développeur de base n'est pas câblé pour faire ce genre de choses intelligemment. Ça vous semble du bon sens, mais c'est votre bon sens potentiellement. Donc voilà, il vous faut des développeurs web. Donc il va falloir soit les former, soit vous partagez les rôles. Finalement, on a des très bons développeurs back, pourquoi on voudrait les forcer à faire du développement de site? Pourquoi ne pas embaucher des gens qui, eux, adorent faire du JavaScript, adorent faire du CSS, sont très bons là-dedans, et du coup, autant les laisser faire ce qui les amuse et ce qu'ils aiment bien, où ils sont bons. Et comme ça, chacun son métier. C'est en train de devenir réellement deux métiers séparés. Le principal problème que vont rencontrer vos développeurs quand ils vont faire votre site web, c'est que votre site va devoir être performant. Si jamais ils faisaient des sites mobiles, ça ne change pas la problématique. S'ils faisaient des sites de bureau, fini les ADSL illimités, les ressources illimitées en mémoire, en CPU, le nombre de requêtes illimitées, etc. Il y a tout un tas de problématiques liées à la performance sur les mobiles qui font que développer un site mobile, c'est compliqué, qu'il soit responsive ou non. Mais du coup, n'espérez pas qu'un développeur qui n'a jamais été sensibilisé à ça vous fasse un site qui sera efficace sur un mobile. Alors si votre site est responsive et c'est bien beau que votre site s'affiche sur votre mobile, mais s'il met 1 minute 30 à s'afficher, il ne sert à rien. Et voilà, le plus dur est fait. Vous pouvez vous reposer. Allez à la plage, vous avez un site responsive qui fonctionne partout, c'est génial, c'est magique. Sauf que non, l'orage gronde. Il nous reste une dernière étape, l'équipe qualité. L'équipe qualité, ça parle de test. Comment tester tout ça? Jusqu'à présent, c'était assez facile en général. Si vous n'avez pas commencé à faire du mobile, vous testez sur les ordinateurs de bureau. Donc c'est une dizaine de navigateurs à tout casser, on maîtrise, ça pose pas de souci. Maintenant, vos équipes de test, elles vont faire face à ça. Donc forcément, ça va aller leur faire très très peur. Elles vont devoir aussi tester le mode déconnecté. Qu'est-ce qui se passe sur votre site si vous perdez la connexion Internet? Et si elle revient, est-ce que votre site continue à fonctionner comme avant ou pas? Peut-être que oui, peut-être que non, il faut le tester. Qu'est-ce qui se passe si la vitesse du réseau se dégrade? Est-ce que votre site fonctionne si jamais ils ne vont pas charger toutes les images, tous les JavaScript, etc. Il faut le tester aussi. Conserver la batterie, ça peut vous paraître complètement absurde, mais si vous faites beaucoup d'appels réseau en arrière-plan, si vous faites un site qui consulte des emails par exemple, un appel réseau coûte extrêmement cher en batterie. Du coup, si l'utilisateur pose son téléphone sur la table sur votre site, va aux toilettes et revient et qu'il n'y a plus de batterie, il se rappellera que c'était votre site qui a mis son téléphone à genoux. C'est arrivé à des gros sites. Je crois que Twitter a eu des problèmes là-dessus à un moment. Enfin, voilà. Donc il faut aussi tester que la consommation batterie n'est pas complètement aberrante. Pour ça, vous avez plusieurs options. La première, c'est de faire tous les tests en interne. Vous achetez des téléphones, vous avez des équipes. Génial, vous êtes tout est fait maison, donc forcément vous avez une bonne communication entre les équipes, tout se passe bien, sauf que ça vous coûte extrêmement cher forcément.
La deuxième, c'est l'emprunt. Vous allez pouvoir emprunter les téléphones de vos collègues. Si vous avez juste un téléphone à tester, vous pouvez faire un saut à Phonehouse tant qu'ils existent, à Auchan ou peu importe. Vous testez votre site vite fait. Si jamais vous avez plusieurs tests à faire, vous pouvez discuter avec le vendeur. Tant que vous n'y allez pas à l'heure de pointe, généralement, ça peut bien se passer. Voilà. Mais c'est pas optimum parce que du coup, le téléphone, vous n'êtes pas dans un contexte d'utilisation classique. Si jamais le téléphone il est plus là la semaine d'après, vous pouvez plus refaire votre test. Voilà, ça a tout un tas de contraintes. Si jamais il y a un bug sur le téléphone et qu'il est à Phonehouse, vous ne pourrez pas débugger dessus. L'autre solution, c'est de sous-traiter. Il y a des entreprises qui sont spécialisées dans les tests sur téléphone. Ils ont tout un tas de téléphones, ils vous donnent une liste, vous leur donnez un cahier de recettes, ils passent le cahier de recettes. S'il y a un problème, ils vous envoient une image, une vidéo. Là encore, le problème, c'est que vous n'avez pas les téléphones physiques. En cas de problème, ça veut dire des allers-retours. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien pour valider en fin de projet quand vous savez que votre site fonctionne bien et que vous voulez juste valider à large spectre que tout fonctionne. Ou la dernière option, vous pouvez vous dire finalement tester, c'est pas très important, que tout va bien se passer, qu'on n'aura pas de soucis. Et voilà. Alors évidemment, il n'y a pas une solution miracle. Encore une fois, l'idéal, c'est de mixer les solutions. Vous allez avoir des téléphones en interne, forcément, pour vos développements. Ayez les téléphones les plus représentatifs pour votre site, en fonction de vos métriques, en fonction du marché, en local, pour pouvoir faire les tests. Une fois que vous avez validé ça, vous pouvez avoir des téléphones qui sont ailleurs, dans une équipe de recettes, etc., où vous empruntez ponctuellement pour faire des tests plus larges. Et après, vous envoyez ça dans un centre de test qui vous valide que ça fonctionne bien partout. Le problème que vous allez avoir, c'est qu'avant, si vous avez des sites séparés, l'avantage, c'est que quand vous vous livrez à des intervalles séparés, vous pouvez tester aussi à des intervalles séparés. Là, vous faites un site responsif, donc vous devez le tester partout au même moment. En termes de charge, c'est pas tout à fait la même organisation. Donc pour ça, vous pouvez aussi diviser pour mieux régner. Finalement, est-ce qu'on a besoin de tester tous les téléphones tout le temps, tout de suite? Pas forcément. Quand vous faites une modification mineure, vous allez valider que les téléphones critiques pour votre métier, pour votre site, ça fonctionne. Vous n'avez pas forcément besoin de valider tous les autres téléphones. Vous pourrez les valider plus tard. Quand vous faites des mises à... Je ne sais pas à quel rythme vous faites les mises à jour, mais imaginez que vous faites les mises à jour au rythme d'Amazon, où ils en font plusieurs par heure. Vous ne pouvez pas retester toute une batterie de 1000 téléphones systématiquement. Donc vous testez sur là où ça doit fonctionner à tout prix, sinon c'est un drame. Puis plus tard, vous testerez à intervalles réguliers, vous pouvez regrouper des mises à jour. Une fois par jour, par exemple, vous testez que ça fonctionne sur les autres, qui sont moins critiques. Et puis une fois par mois, ou juste sur les mises à jour très très majeures, vous allez tester sur les téléphones qui sont complètement accessoires, qui représentent des pourcentages presque négligeables, mais pas suffisamment pour que vous les retiriez de votre support. Voilà. Si vous faites ça, évidemment, c'est important que les utilisateurs puissent vous remonter le fait que ça ne marche pas. Donc que vous ayez aussi des métriques là-dessus, vous voyez, vous avez une gestion d'erreurs, etc. Donc tout ça, c'est pas gagné. Alors, quelle stratégie adopter? Ma première stratégie, c'est le rétrofitting. Ça veut dire prendre un site web existant, qui est fait par un ordinateur de bureau, et puis le tasser bien comme il faut pour qu'il rentre dans un smartphone. Vous vous doutez que ce n'est pas forcément l'optimum. Il n'y a pas de réflexion sur les contenus plus que ça, juste un peu de repriorisation. On va grossir un peu les boutons, etc. Mais en termes d'ergonomie, ce ne sera pas forcément optimum. Ça va vous donner un peu l'effet valise, voilà, où ça déborde, ça se sent. Ça se sent. L'autre possibilité, c'est de se dire, en fait, j'ai un site desktop, mais j'ai aussi la chance d'avoir un site mobile. Si vous avez cette chance-là, partez plutôt de votre site mobile. Toujours pareil, approche mobile first. Ce sera plus facile de partir du site mobile et de le développer que de partir du site desktop et de le réduire. Vous pouvez aussi décider de prendre un nouveau départ. L'approche Big Bang, finalement, on lance un nouveau site, allez, hop, tabula rasa, hop, on part de zéro. Ça coûte extrêmement cher, ça prend beaucoup de temps et c'est extrêmement risqué. Mais c'est l'approche optimale parce que du coup, on s'enlève beaucoup de contraintes finalement. Vous pouvez aussi décider de migrer progressivement. Vous allez avoir un patchwork, certaines pages qui vont être responsives, d'autres non. Certaines qui vont être responsives mais que l'utilisateur ne le sera pas parce que votre cadre lui ne le sera pas. Et à un moment, vous allez rendre tout ça responsive. Du coup, vous pouvez aussi le faire progressivement, comme ça, de manière masquée. Donc le problème que ça va poser, c'est que vos utilisateurs verront qu'il y a un delta d'ergonomie entre vos différentes pages. Il y aura les anciennes pages et les nouvelles pages. Selon votre modèle métier, tout un tas de choses, ça peut être nuisible. L'utilisateur va avoir un sentiment de site pas vraiment fini, de site bizarre. Encore pire si vous avez des liens. Admettons si votre homepage elle est responsive. S'il clique sur un lien et qu'il arrive sur une page qui, elle, ne l'est pas, vous avez un sentiment de frustration et de mécontentement, forcément. Donc faites attention à ça. Mais ça peut être une approche pour le faire à moindre coût progressivement. Dans tous les cas, amenez le changement progressivement. Parce que les gens n'aiment pas le changement. Vous l'avez sans doute vécu dans vos entreprises à différents niveaux, mais changer les choses, c'est extrêmement compliqué. Ça prend du temps, beaucoup de préparation. Ah, mais j'insiste, franchement. Les gens n'aiment pas le changement. Donc anticipez-le. Vous êtes en train d'amener des nouveaux process. Amenez-les progressivement. D'accord ?
N'essayez pas de gagner toutes les batailles, ça sert à rien, vous ne les gagnerez pas toutes. Transigez, là où c'est pas forcément très important. Si quelqu'un s'oppose à ce que vous faites et qu'il vous laisse gagner une bataille, il aura tendance à abaisser sa garde derrière. Ce sera plus facile de passer les idées qui sont encore plus importantes. Parce qu'il ne voudra pas forcément non plus passer pour la personne qui dit non à tout. Voilà, tout un tas de stratégies comme ça, mais là c'est vraiment la gestion du changement, etc. Si vous avez des équipes qui font déjà des sites web mobiles, commencez par elles. Elles sont déjà formées à des problématiques de test, aux problématiques de performance, aux problématiques web modernes, etc. Donc commencez par elles, ce sera beaucoup plus facile. Ou intégrer des gens de ces équipes-là dans vos autres équipes pour qu'ils puissent propager le changement aussi, pour qu'ils puissent propager une nouvelle idée, de nouvelles manières de faire. Et surtout, impliquez les gens le plus tôt possible. Ne laissez pas les gens complètement isolés. N'arrivez pas un jour chez vos designers en disant « Ah bah c'est bon, on a défini tous nos contenus, maintenant je veux une maquette ». Si vous les prenez de cours comme ça ne marchera pas. Impliquez-les dans le process dès le début. Expliquez-leur, voilà, on va reprendre ça comme ça, on aimerait faire ça, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que ça te semble pertinent, voilà comment on a commencé à définir nos contenus, qu'est-ce que toi t'en penses, est-ce que ça te va, est-ce que tu aimerais un autre formalisme peut-être éventuellement. Impliquez les développeurs. Comment vous voulez travailler avec les graphistes pour qu'on puisse réutiliser certaines parties ou pas? Est-ce que vous pouvez aider les graphistes à se mettre au HTML parce que vous connaissez mieux les problématiques qu'eux? Est-ce que vous pouvez faire un peu de support, etc., etc. Et restreignez votre périmètre. Vous n'arriverez jamais à supporter tous les périphériques de la planète d'un coup tout de suite. Personne ne sait le faire. À l'heure actuelle, personne ne sait faire un site qui va de la montre à la télé 4K. Parce que ça n'a aucun intérêt aussi. Mais du coup, faites-le progressivement. Faites d'abord un site sur smartphone. Par défaut, il sera responsive puisque les écrans smartphone ont des tailles qui changent. Du coup, allez jusqu'aux tablettes. Ça coûte pas très cher, c'est pas beaucoup plus compliqué. Une fois que vous êtes aux tablettes, finalement, vous n'êtes plus très loin des ordinateurs de bureau. Une fois que vous avez ça, peut-être qu'on peut rajouter sur les télés ou rajouter plus de smartphones qui sont un peu plus compliqués à gérer. Agrandissez votre périmètre petit à petit. Laissez vos équipes monter en compétences, ça les rassurera, ce sera plus efficace et vous aurez moins de soucis, vous aurez moins de résistance au changement. Et mesurez, toujours mesurer. Mesurez si jamais ce que vous avez fait, ça marche, si les gens sont contents, si jamais vous avez des meilleures conversions, si vous avez plus d'utilisateurs mobiles ou moins qu'avant, si jamais les usages sur votre site changent potentiellement. Toujours mesurer, c'est extrêmement important. Et si vous pouvez aussi impliquer vos utilisateurs, faites des tests d'usabilité, finalement ce sont les mieux placés pour vous dire si jamais ça marche ou non, si jamais ils sont satisfaits de ce que vous avez fait, si jamais finalement la nouvelle ergonomie fonctionne, si jamais le fait que ce soit la même chose sur desktop et sur smartphone, c'est bien ou pas, voilà, impliquez-les. Voilà, vous voilà prêt à dompter le responsive web design, ça fait beaucoup moins peur comme ça. Alors évidemment, tous ces process-là que je vous vends, c'est des choses que j'ai pu expérimenter à plusieurs niveaux. Soit on met en place des petites parties en réfléchissant juste le contenu, en faisant des maquettes ou directement dans les équipes de développement ou dans les équipes de test. En ce moment, nous sommes en train de faire la refonte du site de SWAT, par exemple. Et du coup, en interne, j'ai les mêmes combats que je peux avoir dans n'importe quelle entreprise pour justement vendre cette approche-là. Donc le site est responsive, on a conçu nos contenus d'abord, on a une approche basée sur le mobile, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui se mettent en place. Là encore, on ne met pas forcément tout le process de manière idéale, parce que c'est aussi quelque chose qui est nouveau pour beaucoup de gens, y compris chez nous. Hein. Vous n'êtes pas dans une situation unique où tout le monde découvre le responsive web design. Je vous rappelle, c'est quelque chose qui a été théorisé en 2010, qui a commencé à émerger de manière vraiment distincte et vraiment généralisée à partir de 2012. Donc finalement, c'est encore quelque chose de jeune. On a encore beaucoup de marge de progression, mais on se rend compte que finalement, les gens qui étaient un peu sceptiques au début, ils se rendent compte que finalement, en validant juste l'équivalent d'un style tiles et puis en passant directement en HTML, quand on est en démonstration et qu'on monte le site et que le bouton là, ce serait bien s'il était un peu plus grand. Hop, directement dans le navigateur, vous pouvez modifier et agrandir votre bouton. Ils voient ça en temps réel. Quand vous faites ça en démonstration, c'est magique. Et vous avez juste à noter la valeur que les utilisateurs veulent. Et ça, c'est génial. Vous vous rendez compte que toutes les batailles qu'au début vous avez gagnées, finalement, les gens se rendent compte après coup que ça marche extrêmement bien. Donc tout ça, ça fonctionne. Bref, rappelez-vous, triez votre contenu, priorisez-le, agencez-le sous forme de blocs, oubliez le graphisme quand vous concevez vos contenus, prototypez le plus tôt possible. Plus vous aurez un prototype tôt, mieux ce sera pour vous. Et dans tous les cas, quoi que vous fassiez, quelle que soit la manière dont vous y prenez, tester, ça va être difficile. Vous aurez du mal, ça va être compliqué, ça va coûtera cher. Parce que tester sur smartphone et sur les objets connectés en général, c'est compliqué et ça pose plein de problèmes. Voilà. Donc du coup, l'idéal, c'est toujours de commencer petit
Et puis petit à petit, vous arriverez à faire un site qui sera de plus en plus bon et qui plaira de plus en plus à vos utilisateurs. Et au final, c'est ce qui compte, la satisfaction utilisateur. Alors, et du coup, SOAT là-dedans. On parle de tout ça, mais qu'est-ce que SOAT peut faire pour vous? La première chose que SOAT peut vous faire, peut vous aider à faire, c'est si jamais vous n'avez pas encore fait de la bascule sur le mobile en fait oblige aussi à réfléchir à ces architectures réseau, ces architectures logicielles un peu différemment. Parce que du coup, vous allez devoir servir des contenus, potentiellement, si vous avez déjà des applications mobiles, si vous pouvez réutiliser votre contenu sur des applications mobiles et sur le site, c'est tant mieux. Mais du coup, ça demande potentiellement de réfléchir à ces architectures, de mettre en place des API REST, etc. Donc nous, on peut vous aider à faire ça. On peut vous aider à définir vos besoins, définir vos contenus, etc. Voilà, c'est des choses que du coup, nous, on sait faire aussi. On peut former vos équipes. Alors je vous rassure, nos formateurs sont beaucoup plus sympas que ça. Ça dépend, si vous voulez qu'on cravache vos ressources, non, on n'a pas le droit. On peut aussi vous fournir des consultants prêts à intervenir directement dans vos équipes. Ça, c'est notre métier principal, c'est de placer des consultants en régie. Donc évidemment, on a des consultants qui sont déjà sensibilisés à tout ça. On peut vous aider à réaliser des maquettes. Si jamais vos graphistes, vos équipes ne sont pas encore prêtes à réaliser des maquettes là-dessus et qu'ils ont besoin d'exemples, on peut vous aider à faire ça. On peut vous aider à définir vos stratégies de test. Et on peut aussi vous aider à évangéliser dans votre entreprise. Moi, je peux venir dans vos entreprises, vous aider à définir une stratégie pour aller convaincre votre hiérarchie que oui, le responsive web design, c'est une bonne chose. Et c'est de vous aider à définir des stratégies pour accompagner vos équipes pour pouvoir amener le changement aussi. On a aussi des coachs agiles qui sont experts dans justement amener le changement dans les équipes. On peut vous aider sur tous ces trucs-là. J'ai d'autres présentations qui présentent sous un format de ce type-là. Qu'est-ce que c'est le responsive web design? Quels sont les intérêts et les inconvénients aussi? Parce que c'est pas non plus une technologie qui a que des avantages, il y a aussi des inconvénients comme toute technologie. Je peux aussi vous faire des présentations pour présenter à vos développeurs qu'est-ce qu'ils vont devoir apprendre comme nouvelle technologie. Quelles sont les nouvelles problématiques qui vont arriver. Donc voilà, je peux venir accompagner dans vos équipes pour ça et vous aider à évangéliser pour que ça se passe le mieux possible, que vous soyez préparés, que vous posiez les bonnes questions. Voilà. Merci à vous. Ah, juste one more thing. Non, on n'annonce pas de montre, on n'a pas encore lancé dans les objets connectés. Je suis en train de finir donc d'écrire un livre blanc qui en fait reprendra de manière un peu plus vaste le contenu de cette présentation et qui du coup sera disponible sous forme de livre, donc textuel, que vous pourrez donc consulter, qui sera en libre accès à tous. Donc vous serez prévenus quand le livre sera prêt. Normalement, d'ici la fin de mois, il est en cours de relecture et de mise en page en ce moment. Donc du coup, tout ce que vous avez vu là, vous le verrez de manière plus détaillée, plus approfondie, avec plus d'exemples, des liens vers les outils, ce genre de choses. Donc dans un format livre que vous pouvez aussi diffuser dans votre entreprise. Voilà. Merci.